Nous sommes donc bienvenus pour cette deuxième partie de cette journée d'échange organisée par la Dial autour du programme Un chez soi d'abord. Je reviendrai dans quelques instants sur notre programme de la journée, mais tout de suite pour ouvrir cette deuxième journée et pour nous accueillir ici dans cette maison du Sénat, je vais passer la parole à Madame Aline Archambault, sénatrice de Seine-Saint-Denis, qui nous reçoit au Sénat et qui est auteure du rapport L'accès aux soins des plus démunis, 40 propositions pour un choc de solidarité. Madame Archambault. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Sénat. Je pense que non seulement je vous accueille bien volontiers, mais je pense que votre présence peut être utile ici pour peser sur les débats des parlementaires et pour faire rentrer dans ces locaux de la République et du Parlement la réalité d'aujourd'hui. Alors je ne serai pas très longue parce que vous avez un programme chargé. Je voudrais saluer toutes les personnes ici présentes, les membres de l'association Chez Soi d'abord, monsieur le délégué, nouveau délégué interministériel, les intervenants également qui viennent de l'étranger. Je crois qu'il y a des intervenants si j'ai bien compris, du Canada, du Danemark. Il y a également la FEANSA, Fédération européenne. Bon, tout ça est évidemment utile pour aider à la réflexion. Quelques mots simplement. Je suis parlementaire de Seine-Saint-Denis et également vice-présidente de la Commission des affaires sociales au Sénat. Et je peux vous assurer qu'à ces deux titres, les thématiques que vous abordez m'intéressent beaucoup. Première thématique très importante, le décloisonnement entre les politiques, la transversalité. Et par exemple, ici, si j'ai bien compris, la transversalité entre les actions, les mobilisations pour l'accès au logement, au droit au logement, et les mobilisations pour l'accès à la santé, aux soins et à la santé. Donc, arriver à porter des pratiques, et pas seulement expérimentales, mais arriver à ce que nous obtenions dans ce pays, qu'elles soient essaimées. Et si le bilan est bon, qu'elles soient généralisées. C'est un enjeu énorme. Le statut de l'expérimentation dans ce pays n'a pas bougé, me semble-t-il, depuis très longtemps dans les esprits. Et il est évidemment important que vous puissiez faire le bilan d'une pratique, d'une action transversale qui décloisonne les questions de santé et les questions de logement. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller à Lille rencontrer les équipes d'Un chez soi d'abord, de rencontrer des personnes qui étaient suivies, de discuter avec une personne qui avait donc pu avoir un logement grâce à cette expérience, et c'était extrêmement important. Alors, je voudrais également souligner combien, plus généralement, dans la mission parlementaire que j'ai eu l'honneur de mener l'année dernière, à la demande du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, sur l'accès aux soins des plus démunis, nous avons fait environ 200 auditions d'acteurs très variés, évidemment. Nous avons très vite été surpris par l'aspect à la fois transversal et cumulatif du non-accès au droit, c'est-à-dire que, vous le savez, mais les médecins le disent, les associatifs le disent, un certain nombre d'autres observateurs le disent, il est évident que quand on est mal logé, il est beaucoup plus difficile de se soigner, et inversement, quand on est malade, il est difficile d'avoir accès, il est plus difficile de faire ouvrir d'autres droits, mais au-delà du droit au logement, du droit à la santé, c'est la même chose pour le droit, ça se cumule souvent avec les difficultés d'accès au droit au transport, par exemple, je l'ai vu dans des milieux ruraux, mais aussi dans des zones un peu reculées de banlieues de grandes villes, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, et on pourrait continuer. J'ai été interpellée par les responsables d'Un chez soi d'abord, je crois que c'était à peu près il y a 1 an, et j'ai vu les difficultés que vous aviez
justement parce que à la fois vous portiez une démarche expérimentale, une démarche transversale, les difficultés que vous aviez à savoir, et je crois qu'on était en novembre 2013, à savoir si fin décembre 2013, vous pourriez reconduire les contrats de travail des salariés de l'association. On en est là. Et la situation, on a pu trouver une réponse positive. Il a fallu interpeller un peu fortement le pouvoir public. Cette situation-là n'est pas anecdotique, elle n'est pas isolée. On a encore ces difficultés importantes. Avant de terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur ce que me semble être les enjeux de vos travaux. Les enjeux, je viens de le dire, c'est faire reconnaître une action qui a été expérimentale pendant 3 ans, en tirer le bilan, et si ce bilan est bon, ce que je crois, mais enfin, je vous laisse d'abord terminer vos travaux, obtenir qu'elle soit, sinon généralisée, au moins dans un premier temps consolidée, que leur porteur ne soit pas en permanence obligé de renégocier l'intérêt de mener cette action, l'intérêt général qu'on a à mener cette action, qu'elle soit au moins essaimée. Elle a lieu pour l'instant dans 4 villes. On pourrait tripler, multiplier par 10. Enfin, c'est ça l'idée. Les bonnes pratiques, que dans la logique des pouvoirs publics, elles puissent être encouragées, qu'on n'attende pas des années inutilement. Le deuxième enjeu très fort, c'est que votre action se mène dans une perspective de lutte contre les inégalités qui explosent dans notre pays. Et je pense bien sûr qu'il est très utile d'encourager des pratiques comme celle-là. Troisième enjeu, c'est qu'on soit mobilisé fortement contre des propos et des points de vue qui sont quand même aujourd'hui malheureusement largement répandus dans ce pays, qui sont des points de vue de stigmatisation. Alors, je crois que votre action concerne notamment une double stigmatisation, la stigmatisation des personnes précaires. On entend, et partout, y compris ici au Sénat, on entend des propos du type les chômeurs ou les personnes précaires sont des fraudeurs et profitent de l'assistance, de l'assistanat. Vous connaissez peut-être l'étude récente de la Cour des comptes qui avance, après étude, le chiffre de 24 milliards de fraude sociale. Il faut être clair, cette fraude sociale-là, et je l'ai vérifié encore récemment avec des membres de la Cour des comptes, c'est pour l'essentiel, à 95-16%, le travail au noir. C'est le travail non déclaré. Ce n'est pas la fraude des gens qui bricolent ou mentent pour avoir le RSA ou la CMU-C. Cette fraude existe, mais elle est marginale dans les comptes sociaux. Et je pense que c'est très important de le dire, d'une part, et il y a d'autre part la stigmatisation des malades mentaux. On a également, de ce point de vue, beaucoup à faire, vous le savez. Évidemment, plus généralement, le fait de permettre à des personnes qui n'ont pas accès au logement, qui sont en plus par ailleurs, évidemment, l'un entraîne l'autre souvent en difficulté sur le plan de la santé, a non seulement des enjeux donc, pour la République, la lutte contre les inégalités, mais aussi même des enjeux financiers. Parce que, contrairement à ce qui est dit également, ouvrir des droits, par exemple des droits à la santé, à des personnes qui n'y ont pas accès, qui ont accès très difficilement, c'est permettre à notre pays de faire des économies. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Et pour tout vous dire, un tel raisonnement, aujourd'hui, est encore très difficile à faire entrer dans la pratique des arbitrages financiers qui, année après année, fixent le budget de la France. C'est-à-dire que le raisonnement qui est pourtant très simple, que vous connaissez, qui est que si des personnes, par exemple,
ont la possibilité tout simplement d'être soignés régulièrement, d'être suivis régulièrement. Il est clair qu'on évite que 2 ou 3 ans plus tard, quand la maladie a fait des ravages, elles aient besoin de soins extrêmement lourds et donc extrêmement coûteux. Donc même d'un point de vue strictement financier, même si ce n'est pas peut-être l'essentiel, mais enfin c'est quand même très important, ouvrir des droits, permettre des actions de solidarité et des actions qui permettent par exemple à la fois conjointement de permettre à des précaires d'avoir un logement et d'être soignés, d'avoir accès aux soins, permet d'être gagnant sur tous les points. Voilà. Donc, encore une fois, bonne journée de travail. Je serai très attentive aux conclusions que vous aurez au bout de ces 2 jours de travail. Merci. Merci Madame la Sénatrice d'avoir ouvert nos travaux. Hier, vous le savez, nous nous sommes arrêtés sur le bilan à mi-parcours de ce programme, avec à la fois ce que nous a présenté Pascal Estecarondi et puis avec les premiers résultats de l'équipe de recherche, des chercheurs qui accompagnent ce programme. Nous nous sommes arrêtés aussi sur les pratiques professionnelles des accompagnants et sur tout ce que ça changeait, qu'il s'agisse du rejet des stigmatisations, du travail sur les forces, de la palette de compétences. Je crois qu'elle était à la fois présente dans les propos de celles qui étaient sur cette tribune et puis de celles et ceux qui sont exprimés dans la salle. Priorité au choix de la personne, c'était aussi une des messages forts qui étaient portés hier par les accompagnants, et puis l'importance aussi de la médiation par les pairs. Moi j'ai retenu cette phrase d'Alison Simons qui, je crois, résumait un peu aussi cette partie des échanges. Ce sont des locataires, ce ne sont pas des patients, et ce sont avant tout des hommes et des femmes, ce sont avant tout des êtres humains. Et je crois que hier, c'était avec assez de force que Alison Simons avait prononcé cette phrase. Donc aujourd'hui, on va poursuivre ces échanges autour des enjeux de ce programme. Ce matin, autour de l'interrogation sur les renouveaux des modes de prise en charge du soin et du logement. Madame Archimbaud y faisait allusion dans son propos. Sur le partenariat, on va y consacrer un grand moment ce matin, et sur l'évolution des représentations. Et puis cet après-midi, on viendra sur un autre aspect très très important, c'est-à-dire les enjeux en matière de prémisse d'une politique publique, avec notamment des éclairages qui nous viendront du Canada, du Danemark et d'autres pratiques européennes. Et puis, je vous rappelle que nos échanges sont diffusés sur les différents sites, et on a vu hier que c'était le cas, puisque des questions nous parvenaient via Internet. Donc nos échanges sont diffusés en direct sur Internet, sur les sites qui sont concernés. Et puis, vous savez aussi qu'il y a 2 journalistes du journal des locataires de Marseille, de la Feuille de Chou, qui font un reportage sur ces journées d'échange, Mourad Azem et Wilfried Oban. Donc ils sont aussi susceptibles, si vous n'étiez pas là hier, vous n'avez pas forcément cette information, mais ils sont susceptibles de vous poser des questions, de vous interviewer dans le cadre de ce reportage.